Bonsoir et merci d'être connecté à ce webinaire organisé par Optimize autour du thème « La valorisation du poste de travail ». Un thème très enrichissant qui va nous permettre de comprendre que tout poste dans l'organisation apporte quand même une certaine création de valeur ajoutée en entreprise. Et sans plus tarder, ce soir, autour de ce thème, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Franck Cizogan. Il est un professionnel du métier des ressources humaines. Il cumule environ 10 années d'expérience dans le métier de la gestion du capital humain et sa spécificité, c'est qu'il se sent à l'aise dans le pilotage des processus en ressources humaines. Monsieur Cizogan, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, déjà pour commencer, je vous remercie pour avoir porté le choix sur ma modeste personne. Moi, c'est Franck Cizogan, gestionnaire des ressources humaines de formation. Et comme vous l'avez dit tantôt, je cumule environ 10 ans d'expérience dans la pratique. Actuellement, je suis à un poste de responsable RH dans une entreprise depuis plus de 2 ans. D'accord. Merci beaucoup. Et selon vous, du coup, qu'est-ce que vous entendez par la valorisation du poste de travail? Merci, madame. La valorisation du poste de travail. Déjà, il faut comprendre que le poste de travail, c'est le lieu d'affectation d'un salarié qui est physiquement localisable dans un atelier ou un bureau. Alors, quand nous parlons de poste de travail, il faut comprendre également que ça met en jeu 2 acteurs. Il y a l'employé et l'employeur. Ceci dit, on peut également définir la valorisation du poste de travail comme l'ensemble des actions qui permettent à un poste d'être plus efficace, productif et motivant pour l'employé et rentable pour l'entreprise. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est devenu un enjeu pour les entreprises? Bien évidemment, c'est un enjeu pour les entreprises en ce sens où l'entreprise cherche à améliorer les performances, mais sans forcément augmenter les charges. Donc, la valorisation du poste de travail est un enjeu aujourd'hui. Mais selon vous, du coup, et avec toutes les expériences que vous avez eues, est-ce qu'on ne va pas faire un filtre? Est-ce que les entrepreneurs ne sont pas libres de filtrer les postes à valoriser? Est-ce qu'il faut valoriser forcément tous les postes en entreprise? Je répondrai par l'affirmatif. Tous les postes peuvent être valorisés. Parce que le poste tel qu'il soit, dès qu'il est créé, c'est pour apporter une plus-value à l'entreprise. Donc, l'entrepreneur doit chercher à valoriser tous les postes de travail. Quel que soit le poste? Quel que soit le poste. Ok, d'accord. Est-ce que nous pouvons alors faire une différence entre la valorisation du poste de travail et la motivation du personnel? Merci. La motivation est liée à l'individu. Oui. Mais la valorisation, elle a trait au poste. La valorisation permet ou fait partie des facteurs de motivation. D'accord. Voilà. Ça va contribuer à la motivation. À la motivation de l'employé. Quand par exemple vous prenez quelqu'un qui occupe un poste et vous arrivez à le former dans le but de valoriser son poste de travail, vous comprendrez avec moi que ce dernier sera plus motivé à exécuter ses tâches. Son travail. Très bien. Et dans ce cas, alors, est-ce que cela ne va pas apporter un impact ou une influence sur la productivité de cet employé? Évidemment, la valorisation du poste de travail a un impact direct sur la productivité parce qu'un employé qui voit son poste valorisé s'engage davantage et il est plus motivé, il cherche à accroître ses performances, à produire plus que ce qu'il ne faisait. D'accord. Et quand on prend aujourd'hui un poste de travail, il y a plusieurs éléments qui sont énumérés comme tâches pour l'employé et tout. Quels sont selon vous les éléments prioritaires ou je dirais les éléments qu'il faut vraiment analyser dans un poste de travail? Les éléments qu'il faut analyser dans un poste de travail, il y a les tâches. Les tâches qui sont liées à ce poste. Il y a les responsabilités et il y a également le rôle de celui qui occupe le poste. D'accord.
Et quand est-ce que nous pourrons alors nous rendre compte qu'un poste de travail est mal structuré? Pour se rendre compte qu'un poste est mal structuré, il faut focaliser l'attention sur la fréquence des erreurs. La fréquence des erreurs liées à ce poste-là, le retard dans les rendus et également la charge de travail qui est attribuée à celui qui occupe le poste. Qui occupe le poste. Voilà. Dans ce cas, est-ce qu'un poste de travail pourra-t-il évoluer avec l'émergence de l'entreprise? Un poste de travail va-t-il être mis à jour avec les évolutions que l'entreprise connaît? Et est-ce que ce sera de l'initiative de l'employeur ou l'employé lui-même pourra prendre cette initiative? Merci pour la question. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes à l'ère du numérique. Oui. Et aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. Alors, il est très important que le poste puisse évoluer avec l'environnement dans lequel l'on se trouve. Il y a des changements qui s'opèrent, il y a des changements en interne et en externe. Donc, que ce soit l'employeur et l'employé, ils doivent permanemment être dans cette réflexion de pouvoir faire évoluer le poste en fonction des changements qui s'observent dans l'environnement. Alors, parlons même du numérique aujourd'hui où les agents, ils ont accès à l'intelligence artificielle. On leur demande d'accomplir une tâche rapidement, on remonte vers ChatGPT et tout. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est encore nécessaire de rédiger vraiment une fiche de poste de travail aux collaborateurs? Absolument. La fiche de poste est ce document ou cet outil qui permet de clarifier les responsabilités, les rôles du titulaire d'un poste. Donc, on ne peut pas s'empêcher de rédiger une fiche de poste aujourd'hui. D'accord. Et est-ce qu'un employeur est libre à lui? Est-ce qu'il est libre de surcharger comme il veut une fiche de poste d'un employé? Je ne pense pas qu'il soit libre de le faire parce que chaque poste a sa spécificité. Et on recrute en fonction des exigences du poste. Donc l'employeur n'a pas cette latitude-là de surcharger la fiche de poste. D'accord. Et si nous devons valoriser un poste aujourd'hui au sein de nos entreprises, quels sont selon vous les outils qui vont nous permettre de procéder à cette activité? Les outils pour valoriser un poste dans une entreprise aujourd'hui, il y en a plusieurs. Je peux parler dans le domaine des ressources humaines, des outils RH. Il y a également les CRM, il y a l'automatisation qui est en vogue aujourd'hui. L'automatisation. L'automatisation, c'est qu'il y en a même la plupart des RH qui craignent cette question d'automatisation qui évolue aujourd'hui à grande échelle. Et ma foi, certains disent, mais à cette allure, ils risquent de perdre leur emploi et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire, M. Sizogan, si un jour l'automatisation des process RH va remplacer le salarié? Merci, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres et qui est d'actualité aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'IA, beaucoup se posent la question de savoir est-ce qu'à la longue, on ne va pas perdre certains postes. Mais je dirais non. Je dirais non parce que il faut forcément l'humain derrière pour pouvoir contrôler ce que fait l'automatisation. L'automatisation est là en fait pour réduire les tâches qui sont répétitives. Si je prends par exemple un assistant RH dans une entreprise de 600 employés, et qui doit à la fin de chaque mois faire le point des présences. Alors que cette entreprise a un registre d'émagement. Vous imaginez, il peut prendre 2 à 3 jours pour faire le point des heures travaillées. Mais avec l'automatisation, lorsque les collaborateurs arrivent, ils pointent. Lui, à la fin du mois, en 5 minutes, en un clic, il a déjà les heures travaillées. Il a fait son point. Ce qu'il prenait 2 heures, 3 heures à faire, mais la machine à elle seule ne peut pas décider des heures travaillées parce qu'il faut forcément quelqu'un par derrière pour traiter les données collectées par l'automatisation. D'accord. Dans ce cas, est-ce que nous pouvons alors dire que le digital améliore plutôt le poste de travail? Bien évidemment, ça améliore le poste de travail, ça augmente la productivité du collaborateur, ça lui permet d'être beaucoup plus efficace. Les tâches qui sont des tâches répétitives deviennent des tâches automatisées et ça lui permet de se concentrer sur d'autres tâches.
Alors, l'automatisation devient quand même un élément capital aujourd'hui et aucune entreprise ne pourra s'en passer d'ailleurs. Mais est-ce qu'il faut forcément automatiser tous les postes de travail? Je dirais non. Tous les postes ne peuvent pas être automatisés. Et on automatisera les postes pour qui l'automatisation apportera un gain réel pour l'entreprise. C'est pourquoi il est important, avant d'aller vers cette automatisation, de faire un point, de faire une évaluation, d'appeler les experts pour qu'on puisse voir ce que l'automatisation apportera pour l'entreprise avant d'aller vers cette automatisation. Ça veut dire que dans le processus d'automatisation au sein d'une entreprise, il faut prioriser certains postes et peut-être après voir les postes qui peuvent être, ou même certains postes pourront être automatisés en partie et on laisse carrément, même la gestion des ressources humaines, elle n'est pas automatisée totalement. Il y a le volet humain qui est carrément géré par le professionnel des ressources humaines. Absolument, absolument. Si je dois m'attarder sur le cas des ressources humaines, les ressources humaines ne se concentrent pas seulement sur la gestion administrative ou la paye et autres, mais ils ont encore ce volet social où ils sont appelés à écouter les gens. Si on automatise tout dans l'entreprise, lorsqu'un collaborateur a un souci, vers qui ira-t-il? Il va parler à la machine qui va lui répondre par derrière. Justement. Alors, dans ce processus de valorisation de postes de travail, quelle place, selon vous, la formation occupe-t-elle, la formation du personnel? La formation du personnel est essentielle dans l'automatisation parce que tout ce que nous apportons comme outils et qui n'était pas pratiqué dans l'entreprise, les collaborateurs ont besoin de recevoir une formation donnée pour pouvoir s'approprier les rouages de cet outil-là. Et également, pour valoriser leur poste de travail, il faut forcément qu'il y ait une formation. Celui qui est entré avec un bac plus 3 aujourd'hui, un bac plus 3 qu'il a eu peut-être en 2017, ça a évolué forcément, les réalités ne sont plus les mêmes. Mais pour que ce poste soit valorisé, il va falloir quand même qu'il y ait la formation. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines entreprises, il y a la formation continue. Mise à jour des compétences. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'envoyer l'intéressé en formation à l'extérieur, mais déjà en interne, on peut faire venir des spécialistes du domaine qui par moment peuvent les former. D'accord. Et dans ce cas, quel est le rôle alors d'un manager ou d'un dirigeant d'entreprise dans la valorisation du poste de travail? Alors, le manager ou le dirigeant d'entreprise a joué un rôle crucial. Il est au cœur de la valorisation parce que c'est lui qui a créé son environnement et a fait venir les collaborateurs qui l'accompagnent. Si il ne rend pas l'environnement accessible à la valorisation, cela ne peut pas se faire. Donc, il a d'abord le rôle de superviser, d'accompagner et d'optimiser. Dans ce cas, est-ce qu'un mauvais management va détruire carrément un poste de travail qui a été bien conçu au début? Automatiquement, le mauvais management va automatiquement détruire un poste qui a été bien construit. Je prends par exemple un responsable RH qui a pris le temps de former un collaborateur qui a été son assistant et qui projetait d'ici 2 ans passer à autre chose et laisser la main à ce collaborateur-là. Vu tout ce qu'il a mis en place et à la dernière minute, le dirigeant qui a le pouvoir décide de changer les choses et de faire venir un autre manager vu que l'ancien voulait partir. Si le nouveau venu essaie de rendre toxique l'environnement, celui qui a été formé jusque-là, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Et aussi, si par exemple vous prenez quelqu'un pour un poste de responsabilité, vous ne lui confiez que des charges élémentaires, il ne va pas s'en sortir. Ça, c'est un mauvais management. Un responsable RH ne va pas être réduit à faire de la gestion administrative. La gestion administrative, c'est le quotidien, mais il faudrait qu'il passe à la stratégie d'entreprise. Voilà. Alors, selon vous, comment est-ce que nous allons pouvoir éviter les conflits de rôle dans la valorisation du poste de travail? Merci. Pour éviter les conflits de rôle, déjà, il faut la fiche de poste. Il faut que la fiche de poste soit clairement et bien établie et il ne faut pas derrière une communication.
Comme je l'ai dit tantôt, la fiche de poste, c'est l'outil qui permet à chacun de savoir quel est le rôle qu'il doit jouer, quelles sont les tâches qui lui conviennent. Maintenant, si par derrière, il n'y a pas une communication autour de ça, parce que dans une tâche, il y a forcément d'autres tâches qui sont des tâches transversales. Voilà. Et si, entre-temps, ce n'est pas bien communiqué, le collaborateur, au moment opportun, peut dire « je suis ma fiche de poste ». Ce n'était pas mentionné. Et là, il y a un conflit ou bien on dit non, la gestion des missions, ce n'est pas réservé aux ressources humaines, c'est la comptabilité qui gère ça. Justement. Donc, et dans ce cas, je pense que l'évaluation régulière des postes ou des fiches de poste s'impose d'une manière ou d'une autre. Il faudra que le gestionnaire des ressources humaines puisse prendre un créneau, un temps ou périodiquement pour évaluer les postes de travail des employés. Évidemment, je vous remercie pour avoir fait sortir l'expression périodique, parce que généralement, ce qu'on constate, l'évaluation est réservée à la fin de l'année pour voir qui a attribué une prime ou pas. Ce qui ne permet pas forcément de corriger les écarts. Alors, si nous voulons aller vers un point D et en quittant le point A, il faut passer par le point B, le point C. Et si déjà, avant d'atteindre le point B, il y a déjà eu des écarts et on attend d'atteindre le point D avant de corriger ces écarts-là, ça serait compliqué. Cela suppose qu'on doit tout reprendre à zéro. Donc, il faudrait que dès le départ, il y ait des évaluations périodiques pour pouvoir ajuster les écarts. D'accord. Dans ce cas, alors, il y aurait forcément un lien entre un poste de travail et la rentabilité de l'entreprise. Oui, le lien est clair. Le poste de travail, si le poste de travail est bien structuré, ça impacte positivement les résultats de l'entreprise. D'accord. Est-ce que nous pourrons à un instant T ou de façon périodique mesurer la valeur d'un poste de travail d'un collaborateur? Ce serait un danger de ne pas le faire. Ce serait un danger de ne pas le faire parce que l'entrepreneur qui a créé son entreprise est dans la dynamique de s'attendre à une rentabilité. Et il ne permettrait pas que les collaborateurs viennent en entreprise pour s'amuser. Chacun a quelque chose à faire. Donc, on met en place des outils comme des indicateurs de performance pour savoir est-ce que depuis ton entrée, qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu constitues une plus-value pour l'entreprise? Ce que nous appelons les KPI aujourd'hui qui permettent d'évaluer les performances en entreprise. Mais est-ce que tous les postes de travail aujourd'hui ont des indicateurs clairs qui permettent vraiment de mesurer de façon, telle que vous le dites, des KPI? Parce que nous avons des fonctions support et tout. Sinon, quels sont les signes qui permettent quand même de déceler très vite qu'un poste de travail n'est pas rentable? Alors, je vous remercie. Les signes qui peuvent permettre de déceler qu'un poste de travail n'est pas rentable, il faut déjà voir les erreurs, la fréquence des erreurs ou le taux d'erreur qu'on constate dans les rendus. Si vous avez un poste autour duquel il y a assez d'erreurs, un poste dans lequel il y a beaucoup de retard. Par exemple, je prends un petit exemple. Vous avez une boulangerie qui produit 500 pains entre 8h et 10h. Vous avez mis en place un poste d'électricien qui est appelé à veiller à ce que tout fonctionne normalement. Et le mécanicien est censé être là à 8h. À 8h, mais lui, il se permet d'être là à 8h30, alors que vous avez eu une panne depuis 8h moins 15. Vous n'êtes plus en mesure de produire les 500 pains dans la journée. Et si ça se reproduit tout au long du mois, vous imaginez ce que cela constitue pour l'entreprise. Et dans ce cas, quel est le poste qui n'est pas rentable? Le poste de l'électricien ou... Oui, c'est le poste de l'électricien. Il va falloir alors chercher à recruter quelqu'un qui arrive à être ponctuel et à répondre favorablement aux attentes de l'entreprise pour réduire ce retard-là. Sinon, tel que c'est libellé, il y a sous d'autres toits, certains disent non, c'est
les postes, les fonctions support qui ne créent pas de la valeur, donc du coup, c'est pas des... Vous en savez quelque chose. Oui. Bon, ils ne sont pas créateurs de la valeur. Oui. Il y a peut-être les gestionnaires de portefeuille, c'est eux qui apportent les ressources de l'entreprise. Exactement. Donc voilà, donc les postes non rentables, à première vue, c'est déjà les postes, les fonctions support, quoi. Est-ce qu'on peut parler de postes non rentables? Par exemple, si je prends ce que vous dites, ceux qui pensent que ce sont ceux qui s'occupent des finances qui apportent de la valeur à l'entreprise, ou d'autres diront que ce sont les commerciaux, par exemple, qui apportent de l'argent dans l'entreprise. Oui. Mais moi qui suis gestionnaire RH, si je ne recrute pas le bon commercial, est-ce qu'il va apporter l'argent dans l'entreprise? Donc, il n'y a pas de poste aujourd'hui, on dira qu'il ne crée pas de la valeur pour l'entreprise. À partir du moment où l'entrepreneur prend la décision de créer ce poste-là, c'est à lui de voir à la longue qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce poste-là soit plus rentable pour lui. D'accord. Est-ce une stratégie qui est réservée carrément aux grandes entreprises ou bien, même aujourd'hui qu'elle est née, une petite entreprise peut déjà penser à la valorisation des postes de travail des collaborateurs? Excusez-moi, même la bonne dame qui vend son au bord de la voie devrait faire cette analyse. Ah oui, la petite qu'elle a prise pour l'accompagner dans la vente. Elle doit chercher à voir tous ces paramètres-là. Donc, aussi petite qu'elle soit, l'entreprise doit mettre ça en place. Que ce soit PME, que ce soit PMI. Ça doit même commencer par là, avant d'aller vers les grandes entreprises. Et du coup, de votre parcours jusque-là, c'est près de 10 années d'expérience. Est-ce que vous pourrez nous donner un exemple de valorisation de poste de travail que vous avez eu à conduire et qui vraiment a donné des impacts, des résultats sur la rentabilité de l'entreprise? Je vais prendre un exemple sur le recrutement. Quand j'étais au cabinet, ça fait partie des activités phares, le recrutement. Justement. Et ça fait partie déjà des fonctions RH que moi, je n'apprécie pas du tout. Parce que... À chaque recrutement, c'est comme une organisation d'un événement. Il y a des délais, il y a des courses, franchement, c'est beaucoup de choses. Du coup, permanemment, je réfléchis sur comment faire. Parce que après avoir terminé l'entretien final, c'est toi qui te mets maintenant à rédiger un rapport, à faire tout ça. Je me dis, chaque fois des PV. Comment est-ce qu'il faut s'en sortir alors qu'il y a plusieurs recrutements? Alors j'ai dit, on va concevoir les fiches de rapport. Quand on va en entretien, j'ai mon PC devant moi et automatiquement les informations sont renseignées. D'accord, un canevas carrément. À la fin du recrutement, j'ai au plus une demi-journée pour relire, parce que s'il y a plusieurs postes, je ne peux pas le faire en 5 minutes. Mais si c'est un seul poste, en 5 minutes, je relis et puis je corrige les brèches et puis le rapport est prêt, je l'envoie. Donc, je peux parler de ça. Et également au niveau de mon poste actuel, il faut dire que j'ai été appelé à travailler sur une deuxième société du PDG. Et quand j'étais arrivé, j'ai fait le diagnostic. Il s'avérait que le traitement de la paye, c'est quelque chose qui donne du stress. Le stress et qui, lorsque ce n'est pas bien optimisé, crée de mésententes entre collaborateurs et gestionnaires RH. J'ai fait le diagnostic et j'ai compris que les collaborateurs qui étaient là avant mon arrivée prenaient le temps d'attendre la fin du mois pour pouvoir faire le point. J'ai dit non, nous avons un logiciel. À la fin de chaque journée, faites sortir le point en même temps. Et à la fin du mois, en 1 heure, 2 heures, on a le récap et puis on évolue. D'accord. Parlant même de la gestion de paye qui stresse souvent dans les entreprises, j'ai aussi vécu un cas avec un manager il n'est pas RH, mais il était un comptable qui a été engagé pour gérer les salaires de l'entreprise en attendant que l'entreprise crée un service RH. D'ailleurs, c'est la norme aujourd'hui, surtout au Bénin. Et il gérait donc les salaires, mais tenez-vous tranquille, vous savez que ce comptable, quand on faisait toujours l'audit de la gestion de la paie, il n'y a pas de problème, toujours des cas, tout est au point. Mais sur 10 ans qu'il faisait dans l'entreprise, il y avait toujours un écart, un manque qui n'avait été jamais décelé, même pas les cabinets d'audit et tout qui passaient. Il a fallu que le service RH soit mis en place et qu'on a fait le logiciel. C'est en ce moment ils ont affecté
je pense, un autre logiciel carrément de gestion RH qui n'est pas... Parce que lui, il faisait que la gestion de la paye dans Sage. Okay. C'est ce qu'il faisait jusque-là et en même temps la comptabilité. Mais maintenant, on a mis en place un logiciel RH qui allait gérer tous les process RH, y compris la paye. Okay. Et quand il était question maintenant de migrer la gestion de la paye de Sage vers le nouveau logiciel RH, les audits ont commencé. Et c'est là maintenant, vous savez ce qu'il a fait? Il a juste... c'est inimaginable. Il a juste mis... C'est-à-dire, vous savez qu'entre-temps, il y a des comment nous disons, quand tu as un certain nombre d'enfants, oui, l'abattement. Il y a l'abattement qui était fait sur l'ITS pour les employés. Quand tu as 6, donc tu as le plus gros abattement. Voilà, monsieur, il n'avait qu'un seul enfant, mais entre-temps, il avait renseigné 6, ce qui lui faisait plus d'abattement, vous voyez, pour l'ITS. Et d'une façon ou d'une autre, ça a augmenté son salaire. C'est ça. Ça a augmenté son salaire et il a pris ça pendant 10 ans. Quand ils ont voulu faire la migration, c'est là où ça a été décelé. Et sous le coup, mais lui-même, il a été stratégique. Avant même que ça le remonte sur les toits, il a pris un billet d'avion et jusqu'à aujourd'hui, il est carrément hors du Bénin. Donc c'est pour dire que quand on n'automatise pas, quand on n'affecte pas carrément la gestion des ressources humaines en entièreté à un service qui s'en occupe, il y a des pertes que l'entreprise enregistre sans le savoir. Exactement. Et c'est ça, c'est à cela que Optimize tous les jours fait son combat. Et nous allons continuer donc dans notre thème du jour. Comment est-ce que nous pourrons donc améliorer aujourd'hui dans l'entreprise un poste sans forcément recruter? Alors, pour améliorer un poste en entreprise sans forcément recruter, il faut d'abord réorganiser le poste. Il faut réorganiser le poste, mettre à la disposition du titulaire du poste les outils digitaux qu'il faut. Je pense que déjà avec ça, et pourquoi pas former également. Comme on l'avait dit plus haut, la formation a une place essentielle dans l'optimisation. D'accord. Et dans cette démarche, dans ce processus d'automatisation, comment est-ce que vous pensez que les entrepreneurs pourront vraiment s'y prendre de façon concrète? Comment est-ce qu'ils pourront valoriser de façon concrète et enfin, décrivez-nous un peu le process pour leur permettre, quand ils vont tomber sur cette vidéo, ils puissent quand même en tirer un avantage. Alors, pour y arriver, je pense que les entrepreneurs déjà doivent faire un audit des postes, faire un état des lieux et voir d'où ils sont partis, où est-ce qu'ils se situent aujourd'hui par rapport à l'environnement du travail et maintenant chercher les outils nécessaires pour pouvoir revaloriser le poste de travail. Le poste de travail. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans notre environnement, surtout béninois aujourd'hui, nous avons même des entrepreneurs qui carrément ne sont même pas allés à l'école. Donc, je ne sais pas, après, est-ce que vous pensez que dans ce contexte, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, carrément, il ne va plus entreprendre ou comment est-ce qu'il va se mettre à ce jeu? Bon, il faut le dire, aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, il y en a qui ont quand même ce réflexe-là de se faire accompagner des spécialistes du domaine. Ils n'hésitent pas à se faire conseiller. Il n'est pas dit que tout sera, comme on l'avait dit tantôt, sera automatisé du jour au lendemain. Mais il appartient à chaque spécialiste du domaine de convaincre l'employeur du bien fondé de mettre en place cette automatisation-là dans son domaine, même pas seulement le convaincre, mais lui montrer le gain que cela apporte à son entreprise. Je pense que l'employeur, vu sous cet angle-là, serait beaucoup plus ouvert à la chose que de lui dire d'acheter, parce qu'il ne faut pas se mentir, les concepteurs des logiciels aujourd'hui, le coût qu'ils vous donnent pour l'acquisition d'un logiciel, quand vous reculez, on se dit, bon, j'ai mon gars qui gère avec Excel. Donc, ça me coûte quoi d'aller encore payer un logiciel à 2 millions, 3 millions, 9 millions. Mais si on arrive à lui montrer ce que cela rapporte, voilà, pour l'entreprise en termes de gains, je pense qu'il sera facilement ouvert à ça. D'accord. Et quel conseil est-ce que vous avez à donner à nos chers entrepreneurs qui forcément vont nous suivre, vont tomber sur cette vidéo
quel conseil vous allez leur prodiguer? Parce que c'est dans notre environnement aujourd'hui. Moi, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs ils ont de l'argent, mais malheureusement ne sont pas allés à l'école. Et donc, du coup, ils banalisent tout ce que nous mettons dans fiche de poste. Vous voyez, il faut décrire le poste, il faut rédiger même une fiche de poste et aller jusqu'à valoriser. Donc, c'est compliqué. Quel conseil vous leur donnez pour qu'ils puissent quand même prendre au sérieux, dédier carrément cette fonction à un professionnel du domaine, parce qu'il y en a aussi qui disent, bon, après la boîte c'est à moi, je gère le personnel, vous voyez, même s'il a été à l'école peut-être jusqu'au niveau de BPC et tout, il dit, bon, je suis allé à l'école, donc c'est moi, je gère les ressources humaines, c'est moi, je gère, il n'y a rien à gérer, il n'y a rien qui soit nouveau, c'est moi, je fais le truc, pendant qu'il manque des compétences techniques pour le faire. Quels sont vos conseils à leur endroit? Merci. Ce que je pourrais dire, c'est lancer un appel à ces employeurs pour qu'ils sachent que chaque poste qui est créé dans une entreprise a sa spécificité et doit aller avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Si aujourd'hui je suis entrepreneur ou employeur et je décide de créer un poste d'assistant comptable, c'est parce que peut-être j'ai pour ambition d'aller vers d'autres horizons et je vois que l'équipe qui est en place actuellement ne peut plus à elle seule gérer les choses. Donc ça ne sert à rien de créer un poste et de dire après à l'intéressé, écoute, c'est ma boîte, donc c'est ce que je dis que tu vas faire, alors que l'autre, il est spécialiste du domaine. J'ai déjà vécu cette expérience par le passé où on voudrait réduire mon poste de responsable RH à un poste de simple administratif. Où je suis appelé à uniquement organiser des événements fun. J'ai dit c'est pas possible. Ça, c'est tuer la compétence. Justement. C'est dévaloriser le poste. C'est ça. Alors, nous remercions quand même nos auditeurs, nous remercions tous ceux qui seront connectés à ce webinaire. Et ce sera donc la fin. Je ne sais pas, M. Sizogan, si vous avez encore quelques mots de fin à l'endroit de nos collaborateurs, de nos collègues qui nous suivent. Merci, Mme Fadombo. Je vous remercie pour cet échange qui, ma foi, a été productif et à coup sûr apportera un plus à ceux qui vont suivre ce webinaire. Déjà, je voudrais appeler déjà les collaborateurs, ceux qui interviennent à des postes donnés dans une entreprise, à savoir qu'ils ont la responsabilité de valoriser leur poste de travail. C'est déjà par eux que ça commence. Par les collaborateurs Par les collaborateurs eux-mêmes. Ça commence par eux. Parce qu'il ne faut pas entrer dans l'entreprise et rester sur ces compétences initiales, pendant 10 ans, 15 ans. Mettre à jour. Tu seras là et très vite, tu deviendras doyen. Les jeunes qui sont sortis d'école vont te dépasser. Maintenant, aux employeurs, je voudrais leur demander de créer l'environnement pour permettre à leurs collaborateurs de valoriser leur poste de travail. Comme nous l'avons dit tantôt, il y a des employeurs qui ne permettent pas de valoriser le poste de travail. On te recrute parce que, bon, dans l'organisation, il faudrait qu'on ait ce poste-là. Et bon, tu es là, mais c'est ce qu'on dit que tu vas faire. Que tu dois faire, même si c'est contraire aux normes. C'est ça. Tu es obligé de ça. Et moi, je dis souvent, c'est vrai, c'est compliqué, mais quand c'est comme ça que le collaborateur cherche à aller se faire valoriser ailleurs, c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'une formation académique, quand même, a besoin d'être valorisée. Voilà. Alors, merci. On est à la fin de cette séquence de webinaire, de cet épisode. Monsieur Sizogan, merci d'avoir accepté notre invitation et rendez-vous à une autre édition de webinaire avec Optimize. Merci, Madame Fadombo.